Bonjour et bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous plongeons dans un document historique d'une importance capitale pour la compréhension de l'Afrique de l'Ouest, la Charte de Kerukan-Fuga. Ce texte, souvent méconnu dans sa globalité, est bien plus qu'une simple série de lois. C'est un témoignage des valeurs et de la sagesse des peuples mandingues. Pour en discuter, j'accueille Alex, spécialiste en histoire africaine. Alex, pour commencer, le document que nous examinons, issu d'un atelier à Cancan en 1998, insiste d'emblée sur l'importance de la tradition orale. Pourquoi est-ce un point si crucial pour l'histoire africaine et pourquoi est-il essentiel pour les Africains de mettre en valeur les valeurs issues de leur tradition à la lumière de ce document historique? Merci Chloé. C'est en effet le pilier fondamental de la reconstitution de l'histoire africaine, en particulier pour l'Afrique noire, où l'oralité est par essence le continent de la parole. Des spécialistes comme Joseph Kizerbo ont longuement défendu son rôle, tout en soulignant la nécessité d'une analyse rigoureuse. Contrairement à d'autres cultures où l'écrit prédomine, ici, la parole a la même valeur. Elle est même la source de l'écrit, comme le rappellent les révélations orales du Coran ou de la Bible avant leur transcription. Les dépositaires de cette mémoire collective, les traditionalistes, ont toujours eu pour mission sacrée de transmettre ces archives orales sans altération, ce qui a permis de reconstituer des pans entiers de l'histoire médiévale africaine, dont la fondation de l'Empire du Mali. C'est fascinant de voir cette confiance absolue en la parole. L'atelier de Cancan a donc été une initiative majeure pour préserver cette tradition orale, n'est-ce pas? Il a mis en lumière la nécessité d'archiver ces récits, notamment celui de la charte de Kerukan-Fuga. C'est fascinant de voir cette distinction valorisée. Et c'est justement grâce à un tel effort de préservation que la charte de Kerukan-Fuga a pu être pleinement reconstituée. Pouvez-vous nous parler de cet atelier de Cancan et de l'objectif derrière ce travail d'archivage? Absolument. L'atelier de Cancan, organisé en mars 1998 par Intermédia Consultant SA et la radio rurale de Guinée, a réuni des communicateurs, des chercheurs et des traditionalistes de la sous-région ouest-africaine. L'idée était de voir comment les nouvelles technologies de l'information pouvaient servir le monde rural et, dans ce cadre, d'archiver la tradition orale. L'histoire de l'Empire du Mali, avec sa charte de Kerukan-Fuga, a été identifiée comme une source de culture d'une valeur inestimable, malheureusement souvent survolée par les historiens, même des éminents comme Djibril Tamsir Niane. Cet atelier a permis à un groupe de traditionalistes, avec la contribution des communicateurs et chercheurs, de reconstituer une version de la charte jugée la plus complète, ensuite confrontée et validée par d'autres experts comme Bakary Soumano et Abdoulaye Kanouté. Donc c'est le fruit d'un travail collectif visant à combler un vide historiographique. Cette charte est souvent comparée à d'autres grandes déclarations. Quelle est sa particularité par rapport, par exemple, à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ou celle de 1948? La comparaison est pertinente, mais la charte de Kerukan-Fuga, convoquée en 1236 au lendemain de la victoire de Soundiata Keïta sur Soumaoro Kanté, possède une particularité remarquable, sa résilience. Alors que les autres déclarations ont eu lieu après des révolutions ou guerres mondiales, la charte de Kerukan-Fuga a survécu aux vicissitudes de l'histoire, y compris la traite des Noirs et la colonisation. Elle continue de régir encore de nos jours des aspects fondamentaux de la vie des peuples du Grand Mandingue, notamment en matière d'organisation sociale, de division du travail, de gestion des conflits, d'hospitalité, de coexistence pacifique et de tolérance. C'est une longévité qui témoigne de la profondeur et de la pertinence de ces principes. C'est impressionnant qu'un texte de cette époque soit encore pertinent aujourd'hui. Entrons maintenant dans le vif du sujet et explorons quelques-uns de ces 44 articles. Le premier bloc concerne l'organisation sociale. Que nous révèle la charte sur la structure de la société mandingue? La charte nous offre un aperçu très structuré de la société. L'article 1er décrit une division en 16 Tonta John, ou porteurs de carquois, 4 Mansassi, ou tribus princières, 5 Morikanda, ou classe de marabouts, et 4 Nyamakala, ou classe de métiers. Chacun a un rôle spécifique. Les Nyamakala, par exemple, sont les garants de la vérité et les conseillers des chefs, tandis que les Morikanda sont les maîtres et éducateurs en islam. On y retrouve aussi l'importance des classes d'âge. Les Kangbe participent aux grandes décisions. C'est une organisation qui valorise la complémentarité et l'expertise de chaque groupe. On perçoit une structure sociale où chaque entité a une fonction et une reconnaissance. Et au-delà de cette organisation, quels principes éthiques et moraux importants sont édictés, notamment concernant les relations interpersonnelles ou la place de la femme? C'est là que la charte est particulièrement éclairante pour les valeurs traditionnelles africaines. L'article 5 proclame le droit à la vie et à l'intégrité physique, punissant de mort tout attentat à la vie d'autrui. L'article 7 institue le sanankunya, ou cousinage à plaisanterie, et le tanamanyoya,
ou totémisme comme des mécanismes de régulation sociale, garantissant le respect de l'autre et évitant que les différends ne dégénèrent. Quant aux femmes, leur place est explicitement valorisée. L'article 14 dit « N'offensez jamais les femmes, nos mères » et l'article 16 stipule qu'en plus de leurs occupations quotidiennes, elles doivent être associées à tous nos gouvernements. C'est une reconnaissance précoce de leur rôle dans la sphère publique. L'éducation des enfants, selon l'article 9, incombe à l'ensemble de la société, soulignant une vision communautaire de la parentalité. Enfin, des articles comme le 20 « Ne maltraitez pas les esclaves, accordez-leur un jour de repos par semaine » ou le 24 « Ne faites jamais du tort aux étrangers » montrent une conception avancée des droits et de l'hospitalité. Ces articles sur les femmes, les esclaves et les étrangers sont remarquables pour l'époque. Ils résonnent encore fortement aujourd'hui. Passons maintenant à la section sur les biens. La charte aborde aussi l'économie et la propriété. En effet, l'article 34 définit 5 modes d'acquisition de la propriété: l'achat, la donation, l'échange, le travail et la succession. Toute autre forme sans témoignage probant étant équivoque. Mais l'un des articles les plus frappants est le 39. Assouvir sa faim n'est pas du vol, si on n'emporte rien dans son sac ou sa poche. Cela révèle une éthique sociale profonde, une forme de droit à la subsistance face à la nécessité. C'est une valeur de solidarité qui met l'humain avant la stricte notion de propriété dans les cas extrêmes. C'est une nuance très humaine qui dénote une sagesse. La charte ne néglige pas non plus l'environnement, un sujet très actuel. Que nous dit-elle sur la préservation de la nature ? La section 3 est dédiée à la préservation de la nature, une preuve de la vision holistique du mandingue. L'article 40 déclare « La brousse est notre bien le plus précieux. Chacun se doit de la protéger et de la préserver pour le bonheur de tous. » L'article 41, qui conseille de lever la tête en direction de la cime des arbres avant de mettre le feu à la brousse, est une métaphore puissante de la prudence et du respect dû à l'environnement. Ces principes montrent une conscience écologique avant l'heure, où l'humain est intrinsèquement lié à son milieu et doit le protéger pour le bien-être collectif. C'est une valeur que les sociétés africaines pourraient et devraient encore aujourd'hui mettre en exergue. Absolument, ces règles sont intemporelles. Enfin, dans les dispositions finales, il y a la désignation d'un médiateur principal. Quel est le rôle de Bala Faseke Kouyaté et qu'est-ce que cela symbolise ? L'article 43 désigne Bala Faseke Kouyaté comme le grand chef des cérémonies et le médiateur principal du mandingue, avec l'autorisation de plaisanter avec toutes les tribus, y compris la famille royale. Cela symbolise l'importance cruciale de la médiation, du dialogue et même de l'humour dans la résolution des conflits et le maintien de la cohésion sociale. Le parolier attitré, le griot, n'est pas seulement un conteur, mais un régulateur social. Cette institutionnalisation de la médiation et du respect de la parole donnée, comme le stipule l'article 23, respecter la parole d'honneur, est un pilier de la gouvernance traditionnelle. C'est un principe de résolution pacifique des différends qui est encore très pertinent pour de nombreuses sociétés africaines confrontées aux défis de la cohésion nationale. Alex, cette charte de Kouroukan-Fouga, reconstituée et mise en lumière, est bien plus qu'un simple document historique. Elle est un témoignage vivant des valeurs et de la sagesse des traditions africaines. Pour les Africains d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce document représente comme message ou comme source d'inspiration, notamment en ce qui concerne la valorisation des traditions orales ? Elle est un appel puissant à valoriser et à s'approprier les valeurs issues de leur propre tradition. La charte offre un cadre pour repenser l'organisation sociale, la justice, les droits humains, la gouvernance et même l'écologie, non pas à travers des paradigmes importés, mais en s'appuyant sur un héritage millénaire qui a prouvé sa résilience. C'est une source d'inspiration pour construire des sociétés plus justes, plus solidaires et plus en phase avec leur environnement, en puisant dans la richesse de leur propre histoire et de leur tradition orale, cette mémoire collective qui continue de nous éclairer. C'est une fierté et un guide pour l'avenir, réaffirmant la pertinence de la transmission orale. Un message clair et fort, Alex. Merci infiniment d'avoir partagé votre expertise sur la charte de Kouroukan-Fouga et son importance capitale pour l'histoire et l'avenir de l'Afrique. Nous remercions Siriman Kouyaté, conseiller à la Cour d'appel de Cancan, pour la transcription de ce document, ainsi que tous les traditionalistes et chercheurs qui ont contribué à sa reconstitution. Et nous espérons que les recherches continueront pour parfaire cette œuvre inestimable. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis.